Bienvenue, chers internautes. Vous êtes sur Teler TV pour suivre votre hebdomadaire de santé. Merci, docteur. Nous vous avons privé de votre émission la semaine dernière. Veuillez nous en excuser, c'était pour des raisons techniques. Le sujet de ce jour s'intitule « Au cœur d'un service des urgences ». Pour ce faire, nous avons invité le docteur Séraphin Mianfoutila, chirurgien des hôpitaux, Hôpital central des armées. À la présentation, Clément Ikapi. Le service d'accueil et urgence est considéré comme le miroir d'un hôpital. Et pourtant, les témoignages qui nous parviennent souvent sont très peu flatteurs. À quoi est dû ce décalage? Comment devait fonctionner un service d'urgence? Nous verrons aussi comment ça se passe dans les pays où le plateau technique est très faible, exemple du Congo-Brazzaville, et aussi quels sont les axes d'amélioration pour satisfaire nos populations qui chaque fois arrivent déçues des services des urgences. Docteur, bonjour et bienvenue sur Teler TV. Est-ce que, docteur, vous pouvez vous présenter au cas où ma présentation a été pas du tout exhaustive? Merci, docteur Inkapi. Je suis donc le docteur Séraphin Mianfoutila, chirurgien des hôpitaux. J'ai été chef de département de chirurgie à l'hôpital central des armées de 83 à 94. Puis, nous sommes allés à l'étranger, comme beaucoup d'entre nous. Ces derniers temps, quand même, je suis reparti au Congo, à Pointe-Noire, où j'exerce dans certaines structures privées. Alors, ma première question, docteur, je voulais savoir, pourquoi dit-on souvent que le service des urgences, je viens de le dire, est le miroir d'un hôpital? Ah oui, les urgences, c'est par là où on entre quand on a besoin d'un hôpital. C'est là où on accueille sans le vouloir. C'est-à-dire, on est là, par exemple, en pleine route, on fait une crise ou un accident, on nous amène aux urgences. Et sans rendez-vous, vous vous rendez compte comment on vous accueille, comment vous êtes soigné. Et cela témoigne, bien sûr, de l'efficacité, de l'efficience de la clinique ou de l'hôpital. Donc, c'est ça le miroir. Et ce contact est important parce que vous êtes bien accueilli. C'est comme quand vous allez quelque part, dans une maison, dans un restaurant, quand on vous accueille bien, vous êtes content. Donc, l'accueil aux urgences est très important et c'est ça qui signe dans la qualité des soins dès le départ. Donc, le service d'urgence, si vous voulez, c'est le point de départ. Effectivement, c'est comme une interface entre le citoyen à l'extérieur et l'entrée à l'hôpital. Voilà. C'est bien ça que nous avons compris, hein? Voilà, c'est comme ça. Avant d'aller dans les autres services, il est évident que vous passez par le service porte, par la porte, vous rentrez, on vous accueille et puis on vous dirige là où il faut. Alors, c'est vrai que ma question, excusez-moi, ma question, la seconde venait après celle-ci, c'est pour savoir pourquoi vous avez souhaité parler des urgences. Vous êtes chirurgien, mais pourquoi vous avez souhaité parler des urgences? Est-ce qu'il y a une nouveauté que vous voulez apporter? Est-ce que c'est juste pour faire ce qu'on appelle un petit point de rappel pour essayer de remettre en esprit les petits gestes et les petits comportements que nous devions avoir à tout moment où vous avez quelque chose d'autre à apporter? Oh oui, merci pour la question. Une question importante. Et évidemment, on aurait pu, en tant que chirurgien, traiter l'appendicite aiguë, je sais pas, une hémorragie, la grossesse très stérile. Bon, j'ai trouvé ça trop technique, que ça intéresserait beaucoup plus un public médical, d'étudiants ou de rappel. Je pense que nous, chirurgiens, travaillons souvent en urgence. On nous appelle parce qu'il y a eu un accident, on nous appelle parce qu'il y a un syndrome douloureux abdominal,
on nous appelle parce qu'il y a une détresse quelque part. Et c'est toujours aux urgences, on vous appelle, on a besoin de chirurgien. Donc, c'est pour cela que j'ai souhaité beaucoup plus parler des urgences et aussi rappeler à tout le monde, et surtout à nos amis soignants, le rôle important des premiers gestes aux urgences, de l'accueil. Si, comme on dit, si on a raté ces gestes-là, les rattraper parfois devient difficile. Donc ça, c'est très important. Le premier contact et les premiers gestes qu'on fait aux urgences. C'est ça qui m'intéresse, c'est le message que j'aimerais passer aux auditeurs et aux téléspectateurs. Premier geste, message aujourd'hui, c'est savoir comment faut faire les premiers gestes dès que le patient est arrivé, parce que nous savons très bien que les premières heures pour une urgence sont très précieuses. Alors, docteur Mianfoutila, vous avez travaillé en France, vous l'avez dit vous-même, vous avez travaillé au Congo, vous l'avez dit aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne un service des urgences ou comment devait fonctionner? Parce que même ici, hein, il faut dire qu'il y a quand même des ratés de temps en temps, mais comment devait fonctionner un service d'urgence? C'est ce service porte que vous avez, comme vous l'avez appelé, ce service interface, comme je l'ai dit, comment il devait fonctionner normalement? L'idéal, bien sûr, n'est pas toujours de ce monde. Bon, c'est qu'il faudrait l'arrivée du patient. Comment le patient arrive-t-il aux urgences? Il peut arriver par lui-même. Et il marche à pied et tout. Il est accueilli donc par un personnel d'accueil. En principe, c'est une infirmière qui est là, qui accueille, qui prend donc l'identité, les papiers et qui pose les premières questions. Ces premières questions sont importantes. On va savoir qu'est-ce qui ne va pas, vous venez faire quoi, quel est le problème. Et en fonction de ça, si c'est une douleur thoracique, tout de suite, en fonction de l'expérience de l'infirmière qui accueille, il va commencer le premier geste ou le premier examen et apprécier le caractère urgent ou pas. Parce qu'en fait, elle fait déjà, cette personne, cette infirmière ou ce major du triage, fait déjà les premiers diagnostics pour voir si c'est urgent ou c'est pas urgent, si ça peut attendre ou ça peut attendre. Il fait déjà un tri. Ça, c'est une première façon d'entrer aux urgences. Il y a aussi la personne qui arrive en détresse, qu'on a ramassée, par exemple, dans la rue, qui a fait une crise cardiaque ou qui a eu un accident, qui arrive par une ambulance, évidemment. Ça, quand on arrive, tout de suite, tout le monde se précipite, met sur un chariot, on met dans une salle adaptée, on dit d'habitude de déchocage, où un bilan rapide est fait et voir pour lutter contre la détresse qui est présente. C'est là où on fait les grands gestes. Par exemple, si on met déjà l'oxygène, la voie veineuse, on prend la tension. Enfin, on y reviendra du moins dans le... je souhaiterais que fût fait dans le service les gestes qu'il faut. Très bien. Alors, donc, si nous avons bien compris, à l'arrivée, quel que soit le mode d'entrée aux urgences, que ce soit par lui-même, si le patient arrive, que ce soit par lui-même, par ambulance ou accompagné par la famille, le patient est donc reçu par l'administratif, c'est-à-dire qu'il faut identifier le patient avant de le soigner. Une fois qu'il est identifié, il est pris en charge par une infirmière ou un infirmier qu'on appelle infirmier d'orientation et d'accueil, IOA. Et cet infirmier aurait, semble-t-il, un rôle important. Quel est le rôle de l'infirmier d'orientation aux urgences, accueil et orientation aux urgences? Ça, c'est un point clé parce que c'est lui qui va déterminer le caractère urgent ou non de la personne qui arrive, si le cas est urgent ou pas. C'est cet infirmier qui va appeler tout de suite le médecin qui sera obligé, peut-être qu'il était un peu occupé à droite à gauche, qui doit venir tout de suite s'en occuper ou
il peut dire, bon, ben, on va commencer à faire les petits examens, on appellera le médecin après. Cet infirmier doit vraiment être bien formé. Je pense que ça doit être le senior ou quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que les autres qui doit pouvoir dire, voilà, là, il faut s'en occuper tout de suite. Là, bon, vous attendez un peu. Là, bon, voilà. Cet infirmier d'orientation doit être là et chez nous, au Congo, on l'appelait déjà d'abord, c'était le major du triage. Hein. C'était là, c'était le major du triage et qui, après, bon, pouvait faire le tri, comme à l'armée, ce qui est grave, pas assez grave, bon, et bénin. Voilà. Ça veut dire que vous avez touché un point important, c'est la formation. Ça veut dire que cet infirmier ou cette infirmière doit être suffisamment formé pour savoir comment hiérarchiser les urgences. Exactement. Parce que je pense, comme vous le savez, que la prise en charge aux urgences ne dépend pas de l'ordre d'arrivée, mais c'est plutôt de l'urgence. Mais cette urgence est décidée par une priorisation que fera cet infirmier que nous appelons, nous, major des gens dans nos pays. Donc, ce major doit être suffisamment formé pour savoir prioriser les urgences, faire passer telle urgence avant telle autre, anticiper sur ce que fera le médecin avant qu'il n'arrive, puisqu'il y a des paramètres vitaux à prendre. Hein. Un patient qui arrive, qui est pâle, on prend sa tension, son pouls, sa température, etc. Et en fonction de ces éléments et de son examen clinique, il essaye de voir est-ce qu'il faut appeler le médecin maintenant ou pas. Et il y a des patients qui, en même temps, repartent une fois qu'il est sorti, il est venu, pris en charge par l'IAO, l'infirmier d'orientation, repart ensuite en salle d'attente. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas ça. Quand ils repartent en salle d'attente, ils ont l'impression d'avoir été négligés un peu. Donc, quand ils repartent en salle d'attente, ça veut dire que l'appréciation de l'infirmier d'orientation est telle que le patient peut attendre un peu et que celui qui est venu après lui passe en priorité compte tenu de l'urgence, de la gravité. C'est bien cela. C'est bien cela. Et même ce patient-là peut être guidé aux consultations externes en disant, bon, ben, c'est pas urgent, prenez rendez-vous à la consultation de médecine, le patient. Mais bon, il faut être sûr, bien sûr, cet infirmier ne prend pas toujours tout seul cette décision. Le malade sera quand même vu par un médecin avant qu'il ne sorte de là. Évidemment, c'est là occasionne un peu d'attente, bien sûr, parce que si le médecin est déjà pris par une détresse quelque part, ce n'est pas facile de se détacher pour voir les malades qui sont moins graves, disons-le comme ça. Docteur, nous savons que le service d'urgence, et c'est la règle dans tout service d'urgence, reçoit tous les malades qui arrivent, quelle que soit sa pathologie, oui. Quelle que soit son appartenance sociale, oui. Quelle que soit son appartenance politique oui. ou religieuse, peu importe, le service d'urgence ne refuse jamais personne. Or, il arrive cependant que de temps en temps qu'on apprenne que certaines familles, on le sait, hein, nous le savons tous, arrivent aux urgences dans certains hôpitaux, que ce soit chez nous ou ailleurs, hein, et qu'ils n'ont pas été reçus parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Ils repartent à la maison pour essayer de collecter la somme suffisante et revenir à l'hôpital. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de pratique? Est-ce que ce genre de pratique existe vraiment au Congo-Brazzaville, par exemple? Ah oui, malheureusement, c'est très, très douloureux. C'est vraiment un problème très aigu qui fait que les familles souffrent beaucoup. Parfois, les familles, comme on le dit, c'est une urgence. Il y a un accident s'est produit. Là, on a emmené l'enfant ou le parent aux urgences. Ils accourent. En ce moment-là, ils n'avaient pas de l'argent avec eux. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils ne se promènent pas avec la quantité qu'il faut d'argent. Donc, quand ils arrivent, souvent, l'accidenté avec sa fracture ouverte est abandonné dans un coin parce que pourquoi? Oui, on attend les parents.
c'est vraiment très, très douloureux. Et le temps que les parents réunissent l'argent, souvent l'hémorragie est telle que le malade trépasse. Et là, sur ce point, je crois qu'une réflexion est nécessaire. Et en tant que vraiment médecin et humaniste, peut-on pas donner des premiers soins de survie en attendant que les parents réunissent ce qu'il faut, ne serait-ce que mettre un pansement sur une plaie qui saigne, réaligner, immobiliser un membre, voilà. Parce que l'argent, on le trouve toujours. Bon, bien sûr, c'est là une histoire, c'est un problème de société. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans nos sociétés, l'argent coule à flot quand il s'agit des enterrements, alors qu'au moment où il faut donner de l'argent pour soigner, on trouve difficilement. Ça aussi, je comprends que les propriétaires comment dire, des structures privées hésitent à avancer des médicaments, des soins, parce qu'ils ont peur de ne pas être payés. Mais bon, il faut trouver un juste équilibre là-dessus. Voilà. Moi, en vous posant cette question, docteur, je ne visais pas seulement le personnel médical ou paramédical. Le personnel médical, bon, ils sont tenus par un serment, le personnel paramédical. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a les responsables de ces cliniques privées ou les responsables des services qui donnent des consignes. Donc, comment remédier à ce genre de choses? Vous êtes un employé et votre employeur vous a donné des consignes. C'est vrai que vous êtes médecin, c'est vrai que vous êtes paramédical, mais comment faire pour trouver le juste milieu entre ces deux attitudes? Oui, bon, ben, évidemment, ça c'est un problème de société. Hein. Soit on est une société solidaire et on va développer, par exemple, comme en France, la sécurité sociale et on sait que tout le monde est plus ou moins couvert, ou c'est une société, comment dire, où l'individualisme est la loi, comme l'assurance aux États-Unis, pas d'argent, pas de soins. C'est un choix que nous devons faire ensemble. Bon, moi, personnellement, en tant qu'humain, ça me fait mal de ne pas, humain et médecin, ayant prêté le serment d'Hippocrate, ça me fait mal de ne pas pouvoir soulager tant que ce soit la douleur de mon voisin. C'est ça qui me fait mal. Mais je comprends que les propriétaires des structures ne veulent pas dépenser de l'argent là-dessus. On comprend que c'est. Mais j'attire cette attention pour dire que vraiment, il va falloir qu'on fasse un effort, une réflexion pour qu'on puisse soulager. Une réflexion globale, hein, aussi bien nous, les parents qui amènent les malades et ceux qui reçoivent. Il doit y avoir un minimum. Je veux dire par là, quelqu'un qui arrive et qu'on n'a pas encore les parents, ben, commencer au moins à calmer ne serait-ce que la douleur de le laisser crier à côté en attendant qu'un parent arrive jusqu'à l'agonie. Voilà. C'est d'où le choix de parler des urgences, parce que c'est ça ça fait mal. Et en fonction de cet accueil, bien sûr, on voit le miroir, c'est ça le miroir de la structure hospitalière. Voilà. Ça veut dire qu'il faut instiller une dose d'humanité à l'intérieur de l'hôpital. C'est très important. Hein? Oui. Les soins de santé, enfin, sinon, s'il n'y a que le commerce, c'est bien triste, hein, s'il n'y a que le commerce. Il n'y a plus d'humanité. Voilà. Il n'y a plus d'humanité. Bon, donc, bon. Mais c'est un choix que nous devons faire ensemble, hein, nous tous. Si on choisit qu'il n'y a que ceux qui ont l'argent qui peuvent se faire bien soigner, bon, on va choisir, tant pis pour le reste. Mais bon, ce n'est pas tellement ma vision. Le service des urgences, effectivement, est aussi confronté à un autre problème. C'est un problème d'embolisation de lits. C'est-à-dire que les services sont toujours pléthoriques. Oui. Les lits dans les services sont toujours occupés. Et il est arrivé qu'il y a plein de patients dans les couloirs. Quand tu visites un service d'urgence, il y a plein de patients dans le couloir. Il y a des patients qui n'ont plus de place, parfois même dans des fauteuils, qui passent des nuits. Alors, comment peut-on remédier à ce genre de problème? C'est vrai qu'il y a
vous allez dire qu'il y a un problème de personnel qui, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas créer des lits indéfiniment. Mais est-ce que le problème est simplement le manque de personnel ou il y a d'autres solutions qu'on peut amener pour essayer de remédier à cette situation pléthorique dans les couloirs des services des urgences? Mais ça, c'est partout, pas seulement dans les pays sous-développés. Hein, en Occident, le même problème existe. Alors, est-ce que vous avez une idée, peut-être pas à vous d'apporter la solution, mais les pistes pour essayer de trouver des solutions à ce genre de choses? C'est un problème d'organisation sanitaire de nos États ou de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le monde ne peut pas aller tout le temps aux urgences. Hein? Il va falloir quelque part, comme je disais là, qu'il y a un tri. Il faut peut-être une hiérarchisation, c'est-à-dire que bon, ben, quand vous avez un peu mal à la tête, n'allez pas aux urgences, allez voir un médecin. Bon, évidemment, quand je dis mal à la tête, un mal de tête peut aussi être précurseur d'autres choses plus graves, bien sûr. Mais bon, en général, vous avez un accès palus, n'allez pas aux urgences, hein, sauf s'il est grave aussi. Ça, c'est tout est péjoratif là-dedans. Donc, c'est ça, et qu'on nous garderait aux urgences de ce qui est urgent. Le reste bon, est pris en charge dans d'autres centres périphériques, voilà, notamment chez nous. Prenons le cas de Brazzaville, vous avez des hôpitaux périphériques comme celui de Talangaï, Kelekele, Filou et autres. Bon, commençons par cela, et s'ils sont dépassés, ils viennent au CHU. Voilà. Et là, je crois que ce serait pour moi emboliser l'entrée des urgences du CHU. Voilà. Alors, il y a aussi, je pense, il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentation architecturale? Est-ce que vous pouvez nous donner comment se présente un service des urgences de façon, j'ai envie de dire, architecturale? Oui, évidemment. Parce que ça peut aider à nos internautes de comprendre un peu comment ça se passe. Ici, bien sûr, quand on arrive, comme on avait dit au début, le malade qui arrive debout, le malade qui arrive couché sur une ambulance. Donc, il y a une entrée d'ambulance, une entrée à pied, et puis il y a un sas et un endroit où il y a un bureau, il y a l'infirmière qui accueille, d'orientation et d'accueil. Voilà. Et puis il y a une salle d'attente. Voilà, c'est donc cette infirmière d'orientation et d'accueil qui va regarder si c'est grave ou c'est pas assez grave, va dire, madame, monsieur, asseyez-vous, on va vous appeler. Et là, quand elle va regarder, la personne va regarder que c'est vraiment grave, on amène tout de suite dans une salle d'examen ou une salle de déchocage. Et à côté, bien sûr, il y a le bureau du médecin qui est là, qui va passer, il doit voir passer, le bureau des médecins, et les salles de déchocage, les salles d'examen s'il faut. Voilà. Et derrière, sur, bon, il y a le bureau du surveillant ou du major et quelques lits d'observation, 4 ou 5, où les malades est examiné une première fois, évalué dans la journée, peut passer au maximum une nuit, soit ça va mieux, ben, il est ressorti avec un traitement, soit il a besoin qu'on continue les examens et monter dans le service. En principe, c'est comme ça. Donc, ça nous fait quand même quelques boxes à prévoir pour que ça puisse tourner. Très bien. Donc, pour résumer, vous allez me dire si je résume bien ce que vous dites. Le patient qui arrive voit l'infirmière d'accueil et d'orientation. En fonction de l'urgence, l'infirmière d'accueil et d'orientation soit la renvoie pour prendre un rendez-vous prochainement, voilà, avec un Doliprane, soit l'emmène, lui demande de rester dans la salle d'attente puisqu'il sera revu par un médecin, voilà. soit l'emmène dans un box où le médecin arrive, ou soit directement en salle de déchocage.
Voilà. Et enfin, il y a des patients qui, compte tenu d'un certain nombre d'examens qu'il va falloir faire, restent dans le service ou quand ils sont hospitalisés et qu'il n'y a pas de lit dans les services d'hospitalisation conventionnels, restent quelques nuits à l'hôpital dans une unité d'hospitalisation dite de courte durée qui ne Voilà. dépasse rarement pas 24 heures. Mais bon, dans notre hôpital, on arrive jusqu'à 48 heures maintenant. Et il est déjà arrivé que les patients restent une semaine. Mais bon, ce ne Non, non, sont non. pas En des choses principe, qu'on doit voir. Normalement, c'est pas prévu comme ça. non, non, c'est Alors, prévu pour 24 heures. très bien. C'est bien ce que vous voulez dire, hein, ce Voilà, que je c'est viens pour de 24 résumer. heures. D'accord. Alors, par rapport au tri, la hiérarchisation par rapport au tri, docteur, est-ce que comment ça se passe? C'est-à-dire que les différentes durées, le patient qui arrive, combien de temps doit-il attendre? Je ne sais pas si quelque part au niveau des urgences, il y a ces différents paramètres, ces différentes attitudes. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive, celui qui va attendre, qui va repartir après avoir été vu par l'infirmière d'orientation, qui repart dans sa salle d'attente, combien de temps maximum peut-il attendre pour être vu? Évidemment, c'est compliqué. Bon, l'idéal, c'est vraiment pas plus de 2 heures, hein, parce que la personne qui arrive à 8 heures et qu'à 10 heures n'est pas encore vue, c'est pas toujours plaisant. Mais bon, c'est pas volontaire, hein, c'est en fonction de l'afflux et de la gravité des patients qui arrivent. Hein. Bon, donc, on pourrait dire le minimum de temps possible, mais cela, on ne peut pas le prévoir. Hein. Donc, vraiment, le minimum possible. Dès que l'infirmier ou le major l'a vu, on doit pouvoir, une demi-heure après, passer devant le médecin. Bon, c'est pas grave, allez faire ceci, puis vous verrez un médecin en telle consultation. Ou, bon, ben, c'est un peu grave, bon, on demande la biologie, les radios, puis on verra, on le met dans un lit de courte durée et on attend. Bon, ou vraiment c'est grave, là on appelle tous les spécialistes qui viennent tout de suite pour essayer de réanimer le chirurgien, pour voir, pour programmer si c'est une fracture ouverte. Voilà. D'accord. Alors, donc, ce que vous voulez donc, enfin, j'ai bien compris qu'il s'agit là soit le patient arrive et est reçu immédiatement parce que Il y a une détresse. l'urgence est vitale. Voilà. On ne peut pas attendre donc directement en salle de déchocage pour être pris en charge. Tout le monde est là. D'ailleurs, Voilà. dans d'autres pays, avant même que le malade n'arrive dans le service d'urgence est déjà au courant de son arrivée. Voilà. Tout est prêt et chacun sait ce qu'il faut faire à son arrivée. Donc, ça, c'est réception immédiate. Immédiat. Alors, il y a des sémis-urgences, probablement, qui doivent être vues dans la demi-heure à peu près. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que celui qui arrive, qui va aller en salle au salle de déchocage, mais quand même, dans la demi-heure, il faut le voir, puisque ça peut se dégrader à tout moment. Oui, alors, prenons un cas d'accident de la voie publique. C'est par exemple un vélo qui a été ramassé par une voiture, hein, un accidenté qui arrive donc aux urgences. Je disais que bon, il y avait de quoi parler de l'avant, mais bon, prenons dès qu'il arrive à la porte des urgences. C'est un accident, donc tout de suite, on l'accueille sur un brancard. On l'est couché, et il est couché, on le couche, et on commence à l'examiner, on le déshabille. Et la première des choses, bien sûr, c'est prendre sa tension pour voir si il n'y a pas un problème d'hémorragie interne et tout, et prendre une voie veineuse. Bon, c'est un accident, c'est brutal, donc on ne sait pas si c'est ce qu'on appelle en médecine l'état antérieur. Il peut être hypertendu, il peut être diabétique, il peut être drépanocytaire, enfin, tout, anémie, tout ça. Donc, on est obligé de tout de suite de savoir à peu près cela. Donc, l'infirmier d'orientation va d'emblée, avant d'appeler le médecin, pour en faire une petite
comment ça s'appelle, piqûre pour voir s'il y a un glucotest, pour voir s'il n'est pas diabétique. Donc, on a dit la tension, faire tout de suite un test rapide de malaria, du moins chez nous, de paludisme, faire un examen sommaire d'urine pour voir s'il y a des sucres dans les urines ou pas. Et après, on appelle le médecin qui viendra faire son examen clinique et qui demandera, comme c'est un accident, qui demandera les examens radiologiques qu'il souhaite. Voilà à peu près quand quelqu'un arrive en urgence. Bon, souvent, d'emblée, on peut voir s'il y a une fracture des membres, par exemple, un membre déplacé. Bon, en ce moment-là, au moment où on déshabille le malade, on réaligne les membres, on s'immobilise un peu sur des attelles. Rien que d'aligner et d'immobiliser les membres, ça diminue déjà la douleur. C'est important. On a pris une voie veineuse avant de mettre soit un glucosé, un salé, on a fait un glucotest pour être sûr que ce n'est pas un diabétique. Et on peut déjà commencer à donner des antalgiques, genre Dolimex, Doliprane, paracétamol, en attendant d'aller plus loin. Et à ce moment, on appelle le médecin qui va venir palper le ventre, voir tout le reste, et il demandera les examens qu'il pense être utiles, notamment des radiographies simples ou même d'emblée, quand il y a la possibilité de faire un scanner corps entier. Voilà à peu près, docteur Incapi, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah, tout à fait. C'était effectivement pour savoir comment un patient qui arrive, comment il est pris en charge, effectivement. Parce que dans la hiérarchisation, vous l'avez dit, hein, dans la hiérarchisation, il y a la détresse vitale et la douleur qui sont au premier plan. Voilà. Parce que c'est les deux premières choses, la détresse vitale et la douleur, parce qu'il y a des douleurs, effectivement, qui sont telles que sont tellement atroces que le patient ne peut pas supporter. Donc, voilà. L'hôpital a pour but, effectivement, comme on dit, de calmer toutes les angoisses d'un patient qui arrive, et la douleur est une source d'angoisse très, très importante. Voilà. Je pense que notre émission va toucher à sa fin. Est-ce que le docteur Mianfoutila a quelque chose à ajouter sur ce qu'il vient de nous présenter? Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Je voulais d'abord vous remercier, remercier tous ceux qui concourent à cette vulgarisation, à ce contact médical. On a parlé aujourd'hui des urgences. C'était pour informer tout le monde, aussi bien les médecins, les infirmiers et les parents, de ce que nous pensons ce que devait être la prise en charge aux urgences. Évidemment, ce n'est jamais satisfaisant, mais il faut faire de telle sorte que nous tendons vers la perfection. Mais je reviens vraiment sur le côté humanitaire ou humanisme que nous devons avoir vis-à-vis de nos concitoyens, parce que c'est des hommes comme nous, donc on doit avoir une certaine empathie, une certaine compassion. Vraiment, les problèmes économiques sont des vrais problèmes, mais ne doivent pas quand même effacer notre humanité. Voilà le message que je voulais passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Vous avez soulevé un point important, docteur, c'est celui de la prise en charge extra-hospitalière. Nous allons prendre rendez-vous avec les sapeurs-pompiers et le personnel de la Croix-Rouge pour parler un peu. Malheureusement, ce sera à votre absence, docteur. On aurait bien voulu que vous soyez là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours, par le même média, oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, on ne manquera pas de vous associer à cette émission pour savoir comment optimiser le ramassage des patients dans la rue ou à domicile, pourquoi pas. Ce sera le sujet d'une émission qu'on va préparer avec vous, et je pense que ça ne peut être que complémentaire tout ce que nous faisons. Voilà. Mesdames, messieurs et chers internautes, notre émission touche à sa fin. J'espère que nous avons été suffisamment utiles pour vous.
vous les usagers ou futurs usagers que nous sommes tous, nous vous avons permis de savoir comment ça se passe au cœur des urgences, car plus on comprend, mieux on tolère les temps d'attente sur le fauteuil ou allongé sur un brancard. Pour nos paramédicaux, j'espère que cette émission vous a permis de réfléchir de façon à améliorer vos pratiques quotidiennes désormais. À nos chers collègues médecins et responsables de services des urgences, nous vous souhaitons d'être des très bons chefs d'orchestre, attirés plutôt par le devoir plutôt que par d'autres avantages qui n'ont rien à voir avec notre serment commun. Aux décideurs, je voulais dire que l'hôpital a une obligation de moyens et ces moyens, c'est à vous de les fournir. Car en matière d'urgence, les premières heures, nous l'avons dit, sont très, très précieuses. Cette course contre la montre ne peut être gagnée que si les moyens sont disponibles. Autrement, nos hôpitaux vont continuer à être des mouroirs et notre CHU va continuer à être le CH qui tue. Ce qui n'honore effectivement personne, ni le personnel, ni les décideurs et ni nous qui sommes ici. Que chacun à son niveau joue sa partition, joue son rôle pour une efficacité maximale. Nous l'avons dit, prochainement nous parlerons du ramassage des patients. Entre-temps, nous remercions notre invité, Dr Séraphin Bianfoutila, qui a accepté de nous donner de son temps pendant ses périodes de repos. Bon retour dans notre très cher pays. Merci, chers internautes, pour votre indéfectible soutien. Merci. Entre-temps, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.